commencer à vraiment combattre le problème. Alors, de retour au studio et notre débat principal aujourd'hui, déluge et pluies torrentielles en Égypte, serait-il le résultat de changements climatiques globaux ou régionaux ou les résultats d'une autre raison? Afin de bien répondre à ces questions, nous avons l'honneur d'accueillir Dr Abou Mohsen, professeur d'énergie renouvelable à l'Université d'Alexandrie. Bienvenue à notre programme. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, docteur Mohsen, on vient de dire que pour la journée d'aujourd'hui, on a vu vraiment ce climatique. On a commencé avec une journée ensoleillée, puis des rafales de vent, puis maintenant des précipitations. Dites-nous un peu, est-ce que c'était toujours le cas ou vraiment il y a des changements qui ont eu lieu récemment en ce qui concerne le climat? Tout d'abord, les pronostics du climat, c'est une science très très compliquée, très difficile, parce qu'il y a tant de facteurs qui affectent ce qui se passe vraiment. Mais les modèles numériques sur ordinateur qui sont très très élaborés, et ces modèles-là, ils nous offrent la possibilité de vraiment avoir une idée de ce qui va se passer dans les 3 jours à venir avec une confidence très très élevée. Mais en général, les prédictions numériques de ce qui se passe et ce qui va se passer dans 1 mois ou 2 mois ou 3 mois sont vraiment très très difficiles. Mais il faut aussi voir que la question, est-ce qu'il y a un changement climatique global, oui ou non? La réponse est absolument oui. Voilà, parce que les gens ici en Égypte pensent qu'en fait c'est un problème local. Lorsqu'ils ont vu Alexandrie inondée et complètement noyée dans l'eau, ils ont eu l'impression que le problème était chez nous. Oui, on a un problème de drainage et c'est pour ça qu'il y aura un système qui va être mis en place. Il faut dire que le Brésil aussi est complètement détruit par Jordanie et l'Irak. La Jordanie et l'Irak. Si on parle de la région, en effet, on a la Syrie, la Jordanie et l'Irak, mais c'est au-delà de nos frontières. Même au Brésil, on a eu ça. Et en France, il y a 1 mois, au sud, ils ont été ravagés par ces pluies. Oui, absolument. Mais tout cela veut dire une chose pour tout le monde, pas seulement pour nous les Égyptiens, mais pour tout le monde. Qu'il faut vraiment regarder sur l'image totale, globale, et il faut commencer à mettre des mesures en place pour que l'on évite ces catastrophes. Et au niveau de l'Égypte, le problème est très divers, malheureusement. Parce que ce n'est pas seulement une question de un quartier dans une ville qui va se noyer pour 1 semaine. C'est malheureux ce qui se passe et les gens qui perdent beaucoup de choses. Mais il faut voir la question dans sa propre dimension. Il faut voir que si vraiment le changement climatique prévu va continuer et nous, on ne va pas nous préparer à tous ces changements-là, il y aura beaucoup plus de catastrophes qui vont venir. Alors il faut faire gaffe, il faut vraiment bien étudier ce qui se passe et il faut regarder une deuxième fois l'image en totalité. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un peu plus de pluie, ce n'est pas seulement un peu plus de pluie dans une saison qui n'est pas vraiment, on n'est pas habitué à en avoir ce genre de pluie pendant cette saison. Il y a beaucoup plus de choses, énormément de choses en plus. Il y a par exemple le niveau de la Méditerranée qui met en danger beaucoup de choses et j'ai pas remarqué que le gouvernement, notre gouvernement, a vraiment considéré la matière sérieusement jusqu'aujourd'hui. Alors, il faut voir ça, il faut voir la perte de
d'agriculture, Oui, de les surface terrains agricoles sont agricole. endommagés. Il faut voir la perte des surfaces résidentielles. Oui. Et il faut immigrer ces gens-là. Il faut aussi voir qu'il y aura une augmentation de la pollution de l'air qui va causer plus de maladies, de respiration et tout ça. Alors, il faut vraiment prendre les choses au sérieux. Oui. Et il faut regarder de tous les angles et il faut commencer, il faut démarrer, il faut qu'on voit quelque chose qui se met en place sur terrain. Oui. Alors, docteur Mohsen, là, on ne peut pas vraiment freiner ce changement climatique. Mais comment peut-on l'utiliser positivement? Vous qui êtes spécialiste dans ce domaine de l'énergie renouvelable, comment peut-on ces éléments les utiliser comme source d'énergie renouvelable ou les recycler si on peut le faire? Oui. Ben, vous avez tout à fait raison, parce que ce qui a démarré le changement climatique et ce qui accélère ce changement, c'est la pollution. Et la pollution vient de sources industrielles, mais aussi d'autres sources, comme par exemple la circulation, toutes les voitures qui circulent dans nos rues. C'est-à-dire qu'on peut prendre une mesure pour peut-être pas décélérer le changement climatique, mais aiser un petit peu la situation en prenant des mesures sérieuses pour réduire le taux de pollution qu'on cause. Et c'est pour cela qu'à Paris, à la fin de ce mois, le 30 novembre jusqu'au 11 décembre, il y aura une série de conférences, y inclut COP 21. Tout ça va se passer à Paris et on le dit, on le promet, qu'il y aura vraiment un changement sur le niveau global pour le taux des émissions de pollution quand on brûle du carburant, que ça soit dans l'industrie ou bien dans la circulation. C'est-à-dire qu'on a commencé à prendre les choses au sérieux pour, par exemple, les véhicules. On a commencé à augmenter... Malgré le scandale de Volkswagen? Oui. Ouais, ça c'est parce que là, c'est un gros dossier aussi qui va être traité, puisque je pense qu'à l'approche justement de la COP 21, on a l'impression que il y a énormément de secrets qui ont été révélés. On a l'impression que les pays les plus riches sont toujours égoïstes. Ce sont eux d'ailleurs qui ont pollué la planète. Aujourd'hui, ils en veulent aux pays en voie de développement de polluer, alors que ce sont eux la cause du problème. Et Volkswagen est encore une fois un exemple. Donc en fait, on a l'impression que rien n'a changé. Vous avez absolument raison. C'est-à-dire que ça, c'est un angle dominant dans la question. Et ce n'est pas seulement les gouvernements de certains pays, mais il faut voir les groupes d'intérêt. Oui. Les groupes d'intérêt qui veulent que l'humanité continue à brûler des carburants, que ce soit dans l'industrie ou bien dans les voitures et tout ça. C'est-à-dire, par exemple, on a les bagnoles électriques. Oui. Tesla, par exemple, il y a plusieurs marques qui sont vraiment très, très raisonnables à utiliser, mais il y a une résistance énorme dans le marché par les groupes pétroliers. Parce qu'une fois que les bagnoles électriques vont dominer, ça va causer une grande perte aux pétroliers. Alors les pétroliers, ils résistent tout ça. Alors il faut voir, ça c'est un angle très important, je suis très content que vous avez mis en question. Les groupes d'intérêt sont vraiment c'est comme ce qu'on voit en Chine. Criminels. La Chine est le pays qui dépense le plus pour justement... Oui, la Chine et le climat et tout, mais c'est le pays le plus pollueur de la planète. Donc on a l'impression qu'on a un décalage. Oui, je dépense beaucoup, mais je pollue beaucoup également.
Et on ne peut pas lui en vouloir parce que toutes ces usines ont été créées dans les années 60, début des années 60, à l'image des États-Unis et de l'Europe qui se montraient comme des exemples d'industrie modèle. Aujourd'hui, on en veut à la Chine qu'elle pollue, mais après quoi je pense que... Mais vous savez, la Chine, ils ont commencé vraiment à prendre des mesures positives. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, le besoin à l'électricité en Chine était énorme, bien sûr. On démarré 2 stations de production d'électricité en brûlant le charbon chaque semaine, 2 stations par semaine. Alors c'était un taux de pollution absolument incroyable. Mais maintenant, 5 ans après, la Chine a commencé à se rendre compte que cela n'est pas soutenable et qu'il faut qu'ils changent. Et ils ont vraiment commencé à changer. On Reste les espère que les États-Unis. États-Unis Oui, reste les États-Unis à et prendre l'Europe. la même décision. Oui. Oui. Là, Et Obama, il a promis que à Paris, dans quelques on l'espère jours, bien parce que les promesses, on entend beaucoup. Ouais. Vous avez déjà également mentionné concernant le réchauffement climatique, la montée des eaux. Alors, je vous invite, ainsi que nos téléspectateurs, à regarder ce commentaire qui parle de ce sujet, des grandes villes menacées par la montée des eaux. Ce n'est seulement en Égypte, mais il y a d'autres villes dans le monde qui risquent de sombrer sous la pression de l'eau. Et les détails avec Shams. Alarmant, mais la pression sur les ministres réunis en pré-COP. Juste avant une réunion de ministres de 60 pays pour préparer la conférence de Paris fin novembre, l'ONU a averti vendredi que les promesses de réduction des gaz à effet de serre étaient loin d'être suffisantes pour contenir le réchauffement à plus de degrés. Les ministres de l'Environnement ou de l'Énergie se retrouvent pour 3 jours dimanche à Paris pour donner un coup d'accélérateur aux négociations en vue d'un accord mondial pour limiter à plus de degrés le réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle. Une hausse supérieure à cet objectif entraînerait une accélération du dérèglement déjà à l'œuvre, fonte des glaces et hausse du niveau de la mer, érosion, sécheresse recrutante. Ce diagnostic confirme l'analyse publiée le 30 octobre par la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. L'accord attendu à la conférence de Paris, la COP21, 30 novembre à 11 décembre, devra donc adopter une approche dynamique avec une révision à la hausse régulière des objectifs et des moyens, c'est ce que estiment les responsables. Les engagements présentés par 146 pays au 1er octobre aboutirait à une hausse probable du mercure comprise entre plus 3 et plus 3,5 degrés. Pour limiter cette hausse en 2100, il faudrait ne plus émettre dans l'atmosphère que 42 gigatonnes équivalent à CO2 en 2030. Parmi les autres pays particulièrement affectés figurent l'Inde, le Bangladesh, le Vietnam, l'Indonésie, le Japon, les États-Unis, les Philippines, l'Égypte, le Brésil, Thaïlande, Birmanie et les Pays-Bas, et parmi ces villes principales, Hong Kong, Calcutta, Dhaka, Jakarta. Un premier diagnostic sur les États-Unis paru par Alors justement, la montée des eaux, pourquoi les villes côtières sont beaucoup plus touchées? Tout à l'heure, vous nous disiez que la mer Méditerranée ne cesse d'augmenter et qu'il y avait des à entreprendre justement pour éviter que les villes soient complètement inondées. Quelles sont ces solutions? Puisque nous, en tant que téléspectateurs, on a l'impression qu'il n'y a que les égouts et le système de drainage qui peut aider. Mais je pense qu'avec ces eaux énormes, les égouts ne suffiront pas. Oui. Ouais, c'est un danger, c'est sérieux, absolument, mais il y a des solutions. Vous savez, tout problème peut être converti en opportunité. On vient d'annoncer que, juste il y a 2-3 semaines, dans tous les médias, que, je dirais pas inventé, mais
on a commencé à expérimenter avec une technologie nouvelle pour désaliniser l'eau de mer. Alors, moi, je pense qu'une des opportunités, solutions pour la question de la levée du niveau de la Méditerranée, c'est de commencer sérieusement à désaliniser de l'eau de mer et convertir cette eau en eau qui peut être mise, par exemple, à Qattara, dans la dépression du Qattara, par exemple. Parce que si vous remplissez la dépression de Qattara avec de l'eau de mer, ça c'est une solution que quelqu'un a. C'est dangereux parce que si vous mettez de l'eau salée dans la dépression, cette eau salée, elle va, le sel, il va pénétrer dans les aquifères qui sont souterrains, les aquifères souterrains, et ce sera une perte énorme. Donc, remplissez la dépression de Qattara est une solution, mais il faut la remplir avec de l'eau pas salée. Alors, si on a devisé une technologie qui sera économique et qui sera très attractive et qui va offrir beaucoup d'emplois et tout ça, alors ça sera idéal pour l'Égypte. Et c'est sur le modèle saoudien. L'Arabie saoudite, c'est, je pense, le pays qui utilise le plus les eaux de mer justement pour subvenir à ses besoins. Absolument, l'Arabie saoudite est l'un des pays le plus avec des technologies de désalinisation et une demande pour l'eau non salée, et ils utilisent l'eau de mer, la désalinisent et utilisent ça. Mais pas uniquement l'Arabie saoudite, il y a aussi tous les Émirats du Golfe, par exemple. Mais ça coûte Alors, pas cher. ce qu'on peut faire, justement, la technologie qu'on a inventée à l'Université d'Alexandrie est beaucoup moins chère, beaucoup économique. Alors, ce qu'on peut peut-être faire pour convertir le problème en opportunité, on peut être un leader comme l'Égypte dans la désalinisation de l'eau de la Méditerranée, pas uniquement pour remplir la dépression du Qattara ou bien pour l'utilisation ici en Égypte, dans l'agriculture et la résidence et tout, mais exporter de l'eau désalinisée pour les pays voisins. C'est-à-dire que ce soit l'Arabie saoudite, que ce soit la Libye et peut-être aussi d'autres pays. Alors, Jordanie par exemple, ils ont un manque d'eau énorme. Alors, il faut de nouveau bien analyser le problème, il faut voir à travers tous les angles et il faut vraiment convertir le problème en opportunité. On peut le faire et on peut utiliser cette opportunité pour résoudre un tas de problèmes qu'on a et qui n'a rien à voir avec le changement climatique, par exemple l'emploiement. Et on peut vraiment avoir une place spéciale étant un exportateur d'eau désalinisée et aussi en réduisant nos émissions d'hydrocarbone parce qu'on peut on peut développer nos ressources solaires et éoliennes et comme ça on brûle moins de carburant pour générer l'électricité dont on a besoin et cela aussi va contribuer à la décélération climatique. Je veux encore une fois retourner à ce problème de montée des eaux, puisqu'il y a des pays autour de nous, surtout quand vous avez mentionné les pays du Golfe, qui ont utilisé cette partie d'eau qui se trouve autour d'eux pour couvrir, pour avoir plus de terrain. Ouais. Est-ce qu'on peut faire ça chez nous avec la montée de l'eau, comme ça on aura pour ces côtes plus de terrain, on peut les utiliser, on peut vraiment les exploiter. C'est faisable chez nous également? Oui, bien sûr que c'est faisable. On peut protéger notre côte.
en utilisant des technologies pareilles. Et on l'a fait à El Gouna, par exemple. Exactement. Ouais, ouais. Donc le même principe, c'est que vous changez la côte comme elle est naturellement, et vous, comme ça, vous faites une protection contre l'invasion de l'eau de mer à l'intérieur de la côte. Alors, c'est faisable, mais ça a coûté beaucoup d'argent. Donc, on peut le faire, mais en association avec de nouvelles idées, comme par exemple dessaliner et exporter de l'eau potable à d'autres pays. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit, il faut créer un rendement économique. Oui, sinon ça ne va pas. C'est vrai qu'on va va pas, faire d'une pierre deux coups, puisque non seulement aujourd'hui on a un gros problème avec non seulement le barrage de la Renaissance, aujourd'hui on dépend du Nil essentiellement. Oui. Si on a arrivait besoin à d'autres développer cette ressources. technologie, on aura la mer Rouge et la mer Méditerranée qui sont autour de nous. Est-ce que la mer Rouge est aussi exploitable que la mer Méditerranée? Oui, c'est-à-dire disons que la mer Rouge, le taux de sel est un peu plus que la Méditerranée, mais en principe c'est la même chose. C'est-à-dire ce qu'on peut faire en utilisant la mer de la Méditerranée, l'eau de la Méditerranée, on peut le faire aussi avec l'eau de la mer Rouge. Oui. Donc on est très riche en éléments. Oui, Oui. absolument. Docteur Amr Mohsen, professeur d'énergie renouvelable à l'Université d'Alexandrie, on vous remercie infiniment pour ces explications et ces analyses. Et c'est ainsi qu'on termine cette édition de notre programme Bonjour l'Égypte. Merci bien, Nora. Merci Mona, merci à vous. On se donne rendez-vous donc demain à la même heure avec une nouvelle équipe pour Bonjour l'Égypte.